Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce deuxième anniversaire de Coconut Podcast, nous recevons alors là une personnalité qui est une habituée maintenant de Coconut Podcast et nous ne pouvions célébrer notre deuxième anniversaire sans l'avoir avec nous. Elle est députée de Saint-Laurent. Elle est connue à travers le Québec. Oui, elle prend position pour des dossiers par moment qui sont d'intérêt provincial. C'est avec une immense joie que nous recevons, alors là, celle qu'on connaît comme grande fiscaliste, avocate, vous savez. Mais aujourd'hui, elle est avec nous pour célébrer notre deuxième anniversaire. Accueillons, sans ne plus tarder, la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, messieurs, dames. Bonjour, bonne fête! Marois, comment ça va? Moi, ça va très bien. Honnêtement, là, je termine mon premier mandat, puis disons que ça a été presque 4 ans, parce qu'on n'a pas encore terminé le mandat, là, donc très chargé. Alors, ça va bien. Ça va bien? Excellent. Je suis très heureuse d'être ici pour fêter. Ben oui, t'es toujours avec le sourire. Par moments, on te sent un peu moins souriante quand il y a des dossiers importants qu'on se doit de soulever à l'Assemblée nationale. Mais écoute, on va rester dans cette fibre très positive. Pas si longtemps, sur les réseaux sociaux, en pleine pandémie, tu nous es arrivé avec toute une belle surprise. Écoute, on a su que tu alliais ta destinée avec le grand député, écoute, de Jacques Cartier, Monsieur Grégory Kelly. Coconut Podcast, on se doit de te dire félicitations. Vous êtes mariés, là. Oui. Ben, écoute, ça s'est passé tellement vite. Donc, au début de la pandémie, on commence à se fréquenter. Puis, tu te rappelles qu'à un moment donné, il fallait qu'on choisisse domicile parce que tu ne pouvais pas te promener d'une maison à une autre. Alors, Greg a choisi élu de domicile chez moi. Okay. Alors, assez rapidement, on a emménagé ensemble. Puis, 1 an plus tard, on prend la décision de se marier. Puis moi, je suis une pressée dans la vie. Alors, je dis là, Greg, moi, je vais pas organiser un mariage sur 1 an, 2 ans. J'ai un grand respect pour ceux qui se fiancent, qui prennent 2 ans pour préparer ça, mais pas moi. Moi, là, c'est go. Alors, en 3 mois, on a fait un beau mariage COVID. Donc, Non, mais... Ça avait l'air beau, là. On voyait les photos sur Internet. C'est sur une terrasse. Oui, sur la terrasse Place d'Armes, dans le Vieux-Montréal. Alors, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de monde à l'extérieur et de respecter les règles sanitaires et de s'assurer que tout était très aéré. Hein. On est sur une terrasse, donc les grands vents. Les grands vents, c'est important. C'est intéressant de savoir, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement la géographie de Montréal, toi, tu es député de Ville-Saint-Laurent. Bon, un peu quand même dans l'ouest, hein. T'es à l'ouest de... Oui, centre-ouest. Oui, exactement, centre-ouest. Monsieur Grégory Kelly, je l'appelle monsieur, là, Monsieur Kelly, lui, sa circonscription, tu sais, c'est un peu les villes de Baie-d'Urfé. On est vraiment dans l'ouest de la ville, donc vous êtes pas loin, là. C'est quoi? C'est la 40 qui vous sépare un peu? Est-ce que c'est dû à sa proximité dans Montréal qui a fait en sorte que vous vous êtes liés d'amitié par la suite? Voilà. Ouais. Ben, c'est pas à cause de nos comtés, mais effectivement, lui, il représente le West Island. C'est 5 villes, Senneville, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Pointe-Claire. Et là, il va m'en vouloir d'en avoir oublié une. Ça va en revenir. Ah non, mais attends. Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue. Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est elle qui me manquait. Alors, non, c'est qu'au caucus, on est les deux qui ont été élus en 2018. On a le même âge. Alors, souvent, on s'assoyait l'un à côté de l'autre au caucus. Donc, puis souvent, il m'amenait un café Starbucks, en fait, un caramel macchiato, là. Alors, tranquillement, il est tissé sa toile. OK, bon. Un café à la fois. Un café à la fois. Ouais, il a l'affaire. Messieurs, dames, retenez cette façon de faire un café à la fois. Ainsi, Monsieur Kelly, député de Jacques Cartier pour le Parti libéral, a réussi à
conquérir, oui, le cœur de la grande députée Marois Risky. Gardez ça en mémoire, là. Marois Risky, écoute, nos internautes là sont en train de nous écrire là actuellement. Là, ma nouvelle montre est en train de sonner. Je sais pas comment l'arrêter, donc on. Marois Risky, écoute, félicitations. Vraiment, on sent que le Québec était content. Tes collègues de l'Assemblée nationale, même ceux de d'autres allégeances, on sentait qu'ils étaient vraiment contents pour leurs collègues de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est longue vie à vous. Voilà. Merci. Ben, en fait, c'est vrai, j'ai reçu plein de commentaires de tous les partis politiques, les députés, puis il y a une très belle collégialité. Souvent, on le voit dans l'arène politique avec la joute. Mais moi, un de mes bons amis, c'est Samuel Poulin, qui est député caquiste en Beauce-Sud, mais même lui était présent à mon mariage. Ah. Et parce qu'on est capable de développer des amitiés sincères avec d'autres partis. Puis dans mon cas, moi, j'apprécie beaucoup plusieurs députés, évidemment pour mon parti, mais aussi dans les autres partis qui sont très, très sincères dans leur démarche politique, qui sont là avec des convictions. Puis c'est des gens que Québec, là. Exactement. Puis ça, j'aime ça. Au moins, un jour, quand je quitterai la politique, je vais savoir que dans mon baluchon, j'aurai aussi des amitiés. Bon, ça c'est intéressant. Ben là, Marois Risky, on va passer au plat principal. Aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. Ben là, c'est très sérieux là, le fait que tu aies uni ta destinée avec Monsieur Kelly. Ça, c'est important de souligner quand même. Bon, là, on parlait de collégialité. Ces derniers temps, à l'Assemblée nationale, on a vu, le Parti libéral, les partis de l'opposition vraiment talonner le gouvernement en ce qui a trait à ce qu'on peut appeler un peu la catastrophe qui a eu lieu dans les CHSLD durant la pandémie, dès le tout début de cette pandémie. Là, est-ce qu'on avait mis la collégialité de côté? On a vu Monsieur Arcan, un de tes collègues, faire des sorties en règle, entre autres contre Madame Marguerite Blais, qui est ministre responsable des aînés et des proches aidants, entre autres. Puis là, il a dit, Madame, écoutez, cette catastrophe, vous étiez en poste. Est-ce que vous n'avez pas une certaine responsabilité à prendre? On parle de responsabilité ministérielle. Toi, est-ce que tu es d'accord avec cette sortie de ton collègue en ce qui a trait à cette catastrophe, comment ça a été géré par le gouvernement de la CAQ? On te donne la parole. À 100%. Puis j'appuie totalement ma chef Dominique Anglade qui demande la démission de Mme Blais, ainsi que de Mme Mécan, l'ancienne ministre de la Santé. Ah, mais là, ils ne se représenteront pas, là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se représentent pas, qu'ils ne sont pas des responsabilités qu'elles refusent de prendre à ce jour. Et on parle de responsabilité, mais moi, je commence qu'on parle d'un autre terme, l'imputabilité. Puis tantôt, je vais aussi vous parler de négligence. Alors, est-ce que vous me permettez de faire un petit peu la genèse des événements? On vous écoute, Madame la députée. Okay. Parfait. Alors, moi, Enrico Ciccone, c'est mon ami puis mon voisin de banquette à l'Assemblée. Alors, lui, la journée de son anniversaire, il se réveille et c'est le scandale Aaron qui sort dans les pages de la Gazette sous la plume de Aaron Durfo. On se rappelle qu'Aaron Durfo, c'est le premier journaliste au Québec qui nous a tous réveillés avec ce scandale macabre avec des dizaines de morts. Là, si ma mémoire est bonne, c'était 33, là. Alors que quelques jours avant, François Legault, en point de presse, disait que tout allait bien. Cette journée-là, François Legault n'était pas prévu de faire un point de presse, mais face à ce scandale, il sort. Et il dit en français qu'il n'était pas au courant, que c'est la première fois qu'il l'apprend. Mais il dit, quelques minutes plus tard, en anglais, je savais, parce qu'une journaliste en anglais lui demande la question suivante, ça c'est en 2020, là. Mm-hmm. Est-ce que vous l'avez appris ce matin dans le journal? Il dit non, je le savais depuis quelques jours. Cette phrase-là est importante. Par la suite, Marguerite Blais a été interrogée dans l'émission Enquête à Radio-Canada sur le scandale Aaron. Et elle dit, j'ai hurlé, mais personne ne m'a écouté. Au fond, elle dit que c'est la responsabilité du premier ministre qui n'a pas voulu l'écouter. Par la suite, silence radio de Marguerite Blais, elle est en congé de maladie. Par la suite, embrassée au cabinet du premier ministre. Là. Exactement, parce que les gens dans l'équipe ministérielle et du côté du gouvernement Legault, ils ont trouvé qu'elle a mis en dessous de l'autobus le premier ministre.
Alors, elle est en congé, c'est silence radio. Mais par la suite, elle fait d'autres entrevues. Elle dit, oh non, j'aurais pas dû dire ça. Elle essaie de remettre la pâte à dents dans le tube. Mais il y a l'enquête du coroner. L'enquête du coroner, tout à coup, les versions commencent à contredire ce qu'elle a dit à Radio-Canada. Donc, au fond, elle n'était pas trop au courant. Elle ne savait pas trop. Mais elle dit une autre histoire dans le livre des journalistes de la presse, où est-ce qu'au fond, on apprend, là, c'est marqué noir sur blanc, qui a été mise sous tutelle dès le 29 mars. Alors, dès le 29 mars, le CIUS de l'Ouest de Montréal met Aaron sous tutelle. Donc, ils disent aux propriétaires, ce qu'on va appeler pour les peines d'addiction, le clan Chouari, ils disent là, tassez-vous, on prend le contrôle. Et là, je sais qu'il y a un litige entre les deux, qui disent que les deux ont des versions différentes, mais dans tous les cas, on a un sous-ministre qui le sait, au niveau de la santé. On sait que le sous-ministre aussi, chef de cabinet je recommence. Le chef de cabinet de la santé est informé. Le chef de cabinet de Madame Blais, donc la ministre responsable des aînés, ainsi que le chef de cabinet de Lionel Carman. Donc, il y a 3 chefs de cabinet des ministres qui sont informés. On apprend aussi dans les échanges courriels, dans les révélations. Par les CIUS, par les PDG le PDG. Par la PDG elle-même. Oui, voilà. Alors, par la PDG elle-même. Et Yvan Gendron est l'ancien sous-ministre de la Santé. Lui, hier, il dit à Alain Laforêt dans une entrevue à TVA, j'ai informé, donc le sous-ministre de la Santé, il sait. Il dit, moi, j'ai informé 3 chefs de cabinet. Santé, responsable des aînés et services sociaux, Lionel Carman. Donc, on a 3 ministres, leur chef de cabinet le savent. Et par la suite, on apprend aussi dans les différents textos et courriels qui ont été déposés en preuve au bureau de la coroner et que Thomas Gerbet de Radio-Canada a publié. On voit que les échanges courriels, Madame Blais est au courant. Puis là, les courriels, là, ce sont catastrophiques. On a besoin d'aide. Puis là, il y a des extraits, là. On parle de gens avec la bouche pâteuse, des gens qui sont morts. Déshydratés, mais pendant plusieurs jours, le cadavre est dans la chambre. Et il y a aussi une infirmière de l'Ouest de Montréal que sa mère est présente dans ce CHSLD. Elle travaille à l'hôpital Lakeshore. Finalement, elle réussit à rentrer pour pouvoir donner un coup de main. Elle arrive même pas à trouver une bonbonne d'oxygène pour sa mère. Pendant 20 minutes, elle cherche, puis finalement, elle trouve une qui est à moitié vide. Finalement, elle était capable de transférer la personne. Après, c'est des infirmières qui travaillent là, qui vont former des équipes par des initiatives personnelles pour porter main forte au CHSLD Aaron, au centre Aaron. Exactement. C'est pourquoi que... Oui, allez-y. Vas-y. Ben, j'allais dire, pourquoi que c'est plus personnel, c'est que je vous ai parlé de Enrico Ciccone, mon collègue. Lui, quand ça a éclaté, ben, il n'est pas resté dans son bureau à rien faire ou à la maison à rien faire. Il est débarqué là-bas, prêter main forte. Donc, laver le plancher, hydrater du monde, essayer de nourrir des gens. Là. Puis vraiment, quand on dit essayer, parce qu'un aîné, là, mange pas comme vous et moi, ça prend plus de temps. Puis lui, ça a été, là, pendant plusieurs jours, il a été là. Alors, il les a vus, les gens, déshydratés, affamés. Parce que là, maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Il y a eu plusieurs de nos aînés qui sont morts dans les CHSLD. Il y a un rapport là du coroner qui va être déposé incessamment. Le premier ministre, il a peur que lui, il dit que ce sont les CIUS qui sont responsables de ces centres privés qui sont sur le territoire donné dans l'Ouest, par exemple. Lui, il va mettre ça sur la responsabilité du CIUS. Maintenant, le CIUS va dire oui, mais on avait averti les différents cabinets de ministres. Est-ce qu'on est en train de se renvoyer la balle d'une part et d'autre? Est-ce que nous, en tant que citoyens, on ne peut pas regarder plus loin sous d'autres mandats, tu me vois venir? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire table rase de qui a commis telle faute? Il faut quand même chercher à comprendre pour que ça ne se reproduise plus. Mais comment va-t-on résorber cette situation? Moi, pour Coconut,
il a peur que c'est un manque de main-d'œuvre qui a mené à cette catastrophe. Des gens je serais d'accord. Présents. Oui, on t'écoute. Je serais d'accord avec vous, avec toi, si après l'article de Aaron Derfel, il y avait personne qui serait allé. Donc, on a une situation catastrophique qui est dans les médias, et puis finalement, la cavalerie débarque pas parce qu'on a personne. Mais dès que l'article est publié, la cavalerie débarque. Et là, on a du monde, il y a du monde, il y a des paramédics, des ambulanciers, des infirmières, des médecins qui débarquent, un médecin qui va voir tout le monde, prendre vraiment le temps, là. Non. Là, ici, on a une responsable de PDG d'un CIUS qui a tous les leviers, qui est capable de transférer des patients d'un endroit vers l'hôpital, notamment si ces gens-là manquent quoi? De l'oxygène, parce que la COVID, on se rappelle, c'est un virus aussi qui affecte nos voies respiratoires. Donc, ça te prend de l'oxygène, mais ça te prend aussi, quand tu es déshydraté, un soluté. Puis une façon rapide et efficace, c'est quand on te branche avec un soluté pour être en mesure de t'hydrater correctement. Ça, là, elle a tous les leviers pour le faire. Entre le 29 mars puis le 7 mars, 29 mars puis le 7 avril, lorsqu'elle indique au gouvernement, au ministre, qui sont mis ça sous tutelle, le gouvernement a dit, OK, c'est sous tutelle, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de suivi de la part de la ministre responsable des aînés. Zéro. Ni la ministre de la Santé ne demande pas, mais OK, il y a quand même eu plusieurs morts. Alors là, pour moi, la PDG du CIUS, elle a une part de responsabilité qui est quand même importante parce que c'est elle qui a les leviers nécessaires pour changer de façon immédiate les conditions de ces aînés-là. Et sous son leadership, il y a eu des dizaines de morts pendant qu'elle prend sous tutelle le CHSLD Aaron. Prendre sous tutelle, là, c'est-à-dire que c'est vous là, qui prend fait et cause. Là. Vous avez les leviers et vous disposez d'un réseau complet. Hôpital, CLSC, CHSLD privé, public. Vous pouvez transférer du monde. Le n'a pas eu un levier lui-même également. Le ministre n'a-t-il pas également une partie de la faute? Mais là, j'arrive. Oui, j'arrive maintenant sur la responsabilité ministérielle. Oui. Si Mme McVeigh, la PDG du CIUS de l'Ouest, a une part de responsabilité, n'en demeure pas moins que les ministres aussi. Il faut pas oublier une affaire. On est en décret d'urgence. Donc, la loi sur la santé publique s'applique, mais l'article le plus important qui s'applique, c'est l'article 123. 123 là, permet là, de faire ce qu'on veut en état d'urgence. Donc, il aurait pu très, très bien là, rapidement le mettre sous tutelle, juste en déclarant que on saisit cet endroit-là, il est maintenant rendu sous la tutelle du gouvernement. 123 paragraphes 8, là, c'est un pouvoir extraordinaire pour le gouvernement quand on est en état d'urgence. Ça n'a pas été fait. D'autre part. Mais on a quand même fait appel aux forces armées par la suite. Non, aux jeux armés pour les forces armées. Ça, c'est beaucoup plus tard. Oui. Attendez. Alors, Mme McVeigh, dans son témoignage au coroner, il faut se rappeler qu'elle a appelé la police dans la nuit, juste avant que l'article de Aaron Derfel sorte, parce qu'elle sait que l'article s'en vient. Et là, il lui dit, faudrait qu'elle appelle la police. Pour documenter. On a appelé la police. Elle dit dans son témoignage, devant le coroner, j'aurais dû l'appeler le 29 mars. Pourquoi elle n'a pas appelé le 29 mars? Elle l'a pas fait. Et pourquoi qu'on appelle le 911 pour demander une enquête? Et pourquoi t'appellerais le soir? Le 911, c'est pour porter secours à quelqu'un qui est dans un danger immédiat. C'est pour ça qu'on appelle le 911. C'est pas pour se fabriquer sa propre preuve. Moi, je trouve qu'ils ont instrumentalisé cet appel 911. Ça, je trouve ça déplorable d'une PDG d'un CIUS. Maintenant que j'ai dit ça, revenons sur Mme McCann, revenons sur Mme Blais. Le 7 avril, il y a un autre courriel qui est envoyé pour dire, finalement, ça va mal. Qu'est-ce qu'ils font entre le 7, le 8 et le 9 et le 10 avril? Rien. Et c'est là que l'article de Aaron Derfel sort. Et là, ils font tous, on savait pas. Et si on avait su, finalement, quand on lit toute la genèse de cette histoire, par Thomas Gerbet, ou même dans l'article, dans le livre de la presse, on se rend compte qu'ils le savaient. Puis leur témoignage devant le coroner, ils savaient depuis le 29 mars que ça allait pas bien. C'est juste qu'ils n'ont pas fait les suivis nécessaires. Mais la chaîne de communication est-ce que c'est la machine qui est trop grosse? Tu sais, t'es une élue, éventuellement tu es appelé à occuper des fonctions ministérielles, t'as des collègues à toi qui sont ministres. À un certain moment, on voit bien que
qui l'ont été, hein, aussi, beaucoup. Madame Anglade a été vice-première ministre elle-même. Est-ce que c'est pas la machine qui est trop grosse? Nous, quand on regarde ça, si c'est pas un travail d'un journaliste qui accélère le processus communicatif communicationnel. Le ministre, là, c'est le capitaine du bateau. Pour moi, là, un ministre, là, c'est ce que tu aspires à diriger, là, un paquebot. Peu importe c'est quoi ton ministère, que ce soit la santé ou l'éducation, moi, je trouve que c'est les deux plus gros ministères, puis pour moi, c'est des paquebots. Mais quand tu aspires à être ce ministre de ce paquebot-là, c'est que tu as une vision claire, mais surtout, c'est que tu connais ton rôle et tes responsabilités. Marguerite Blais s'est vantée d'avoir visité bien avant la pandémie 103 CHSLD, résidences pour aînés, par surprise. Pourquoi que le 29 mars, quand elle est alertée, elle s'est pas dit, je vais envoyer des enquêteurs sur place. Il y en a plein, qu'elle a le droit légalement, là, pandémie ou pas, elle peut faire des visites surprises si elle veut. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu elle-même se rendre sur les lieux. Moi, si on me dit que j'ai des morts dans leur caca, dans leur pipi, qui sont déshydratés, faites-moi confiance, je vais débarquer sur place pour le voir de mes yeux vus, puis prendre la pleine mesure de la situation. Si elle avait été sur place, ou même si, admettons, on ne voulait pas y aller, parce que je peux comprendre, à un certain âge, Madame Blais, et c'est un virus qui affectait plus particulièrement les gens plus âgés. Ça, je suis capable de comprendre. Elle aurait pu, nonobstant tout ça, envoyer ses enquêteurs sur place, lui faire rapport des lieux. Il y a une infirmière qui dit dans son témoignage devant le coroner, quand elle est arrivée, à chercher du monde. Il n'y en avait pas. Ça lui a pris 10 ans à trouver une personne dans ce CHSLD qui avait 150 aînés. C'est pas normal. Moi, là, je n'en reviens pas. Alors, s'il y avait eu au moins un seul enquêteur dépêché sur les lieux, elle aurait eu un vrai rapport qui dit, ce que le CIUS me dit, puis la situation réelle est contradictoire. Pourquoi que c'est contradictoire? Est-ce que parce qu'on a vu la réaction de Madame Marguerite Blais, qui a déjà servi dans le passé en tant que ministre également, aujourd'hui, on la voit, elle était vraiment déconfite un peu, là, ou du moins déçue des attaques répétées des partis de l'opposition. Entre autres de la chef du Parti libéral du Québec qui demande carrément sa démission. Est-ce que le côté humain, moi des fois on dit waouh, ça y va fort là, tu sais, parce que la madame est sortie, on voyait il y avait le masque, elle avait ses lunettes, on sait pas si elle avait des larmes aux yeux, mais on sentait qu'elle était atteinte au niveau personnel. Est-ce que par moment, dans le travail qui est le vôtre, vous débattez à l'Assemblée nationale, tu es toute une débatteuse, comme on dit, entre autres, tu y vas pas nécessairement avec le dos de la cuillère par moment. Est-ce que lorsqu'on rentre à la maison, on se dit des fois, oh, peut-être j'y étais trop fort. Il y a le président de l'Assemblée qui va se lever, Monsieur Paradis, qui va dire, vous devez retirer vos paroles. Selon tel article, vous avez commis un impair. Est-ce que des fois, tu sais, là, c'est Coconut qui parle avec notre député de Saint-Laurent. Mais est-ce que par moment, on se dit, oh non, t'as bien fait, parce qu'on reçoit des appels des citoyennes en circonscription qui disent, hey, t'as fait une belle sortie, ou par moment on se dit, ouais, peut-être on aurait pu l'amener autrement, hein, Monsieur Arcan, Madame Anglade, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on aimerait avoir tu sais, derrière la caméra, comme on dit, on t'écoute là-dessus. Moi, je sais qu'une fois, dans un tweet, j'étais allée trop loin, puis je l'ai dit. Genre, j'ai fait, j'étais allée trop loin. J'ai utilisé un hashtag que les enseignants ont lancé par rapport à mon vis-à-vis. Et en faisant mon tweet, j'ai utilisé ce même hashtag. Et quelqu'un dit, là, Marois, tu personnalises le débat. Je dis, savez-vous quoi? C'est vrai. Et je me suis excusée, puis je l'ai retiré. Par contre, dans le cas qui nous occupe, tout ce qui a été dit cette semaine à l'Assemblée nationale est justifié. Et quand j'ai lu le tweet de M. Koskinen cette semaine qui dit « Ah, la revue de presse, c'est difficile à lire la revue de presse. » Parce que les articles sont sortis autant dans le Journal de Montréal, TVA, de la presse, Radio-Canada. C'est clair, là. Les autres, ils refont le fil conducteur des événements avec les dates et les versions contradictoires. Puis, tout le monde se rend compte que ça marche pas. Il y a des trous, puis il y a clairement quelqu'un qui dit pas la vérité. Alors, quand j'ai vu son tweet, j'ai dit « Mais si c'est dur pour vous, là, imaginez pour les familles endeuillées. Comment ça doit être dur, eux, de pas avoir la vérité. » On a fait une enquête publique indépendante pour lac Mégantic, pour 47 morts.
Il y a eu 47 morts au CHSLD-RN. Pourquoi qu'on n'en fait pas une enquête publique? Puis pas juste CHSLD-RN, l'ensemble des CHSLD, l'ensemble des RPA, parce que des infirmières, tu sais, quand les gens disent, ouais, mais ils sont partis, les infirmières, les PAB sont partis. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont partis? Pendant que le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de problème d'équipement, eux autres, ils n'en avaient pas, c'était sous-clé. Alors, et à un moment donné, c'est ce que aussi on est familles. Puis à ce moment-là, il faut se rappeler, là, la panique était quand même assez présente au Québec. Les gens ne savaient pas si on contracte, on meurt, oui ou non. Puis il y a eu quand même plusieurs morts en quelque temps. Pardon. Tes souhaits. Mais, alors, c'est pour ça. Oui. Et si Marguerite Blais avait fait un amende honorable puis dire, OK, regardez, c'est vrai, j'ai des trous dans mon histoire, j'ai des versions contradictoires, puis finalement, face à tous les courriels qui sont sortis, je vais dire la vérité. Mais elle ne le fait pas. Elle décide, au fond, d'être solidaire au premier ministre, puis de rester dans sa ligne de com. Puis moi, j'ai de la misère avec les gens qui restent dans cette ligne de com, parce qu'à la fin de la journée, il y a tellement de cynisme envers la classe politique. Les gens veulent savoir, es-tu capable d'admettre ton erreur? Et je crois qu'au Québec, nous, on est capable de reconnaître cet acte d'humilité, cet acte de contrition de quelqu'un qui admet son erreur. On parle de rapatrier tous ces centres qui sont plus ou moins privés, là, qui sont privés, sous la houlette du gouvernement. Toi, qu'en penses-tu très rapidement? Ben, moi, je pense qu'avant de faire toute chose, là, c'est d'abord l'enquête publique indépendante. Parce que si ça a été mis sous tutelle, ils ont pas été capables de le gérer. Puis, moi, j'en ai, là, des RPA, des CHSLD privés, c'est pas parce que ça a été mal géré, là. Il y a un virus qui est rentré et qui a fait ses fort. Mais après ça, la mise sous tutelle, c'est le gouvernement qui l'ont fait, puis ils l'ont échappé solidement, là. Puis, parenthèse, tantôt, on n'a pas fini sur l'affaire de l'armée. Faut se rappeler que c'est mon mari, Greg Kelly, qui a demandé l'armée à l'époque avec Pierre Arcan, qui a demandé l'armée, puis pendant 10 jours, ils sont levés en chambre, ils l'ont répété. François Legault, premier ministre, ne voulait pas appeler l'armée, il a résisté pendant 10 jours, et finalement, il a appelé. Et dernièrement, il y a eu un article qui est sorti pour savoir, mais pourquoi vous avez attendu pour appeler l'armée? Et c'était parce que, pour des raisons de fierté nationale, se tourner vers l'armée canadienne, c'était un petit peu, comment dire... Mais c'est quand même, je veux dire... Or, ça a été prouvé que c'était efficace, l'armée, parce qu'ils sont habitués, eux autres, d'arriver avec une chaîne de commandement. Et c'est ça qui a manqué, c'était cette chaîne de commandement des gens qui disent, je suis le capitaine, vous êtes mes soldats, puis envoyez. Ça prend de l'eau, ça prend des repas, faut les laver, faut s'assurer que les gens soient tournés dans leur lit pour pas faire de plaies de lit. Ils étaient efficaces. Et en 1 mois, on a repris le contrôle de la situation, non seulement au CHSLD-RN, mais dans les autres CHSLD qui en avaient besoin. Dans le feu de l'action, puis ça va nous amener à la deuxième question, puis tu répondras à partir de la deuxième question. Dans le feu de l'action, plusieurs pourraient vous rétorquer, mais qu'auriez-vous fait de différent dans une situation tout à fait nouvelle, dans une situation d'urgence? Est-ce que, bon, le premier ministre a à cœur son Québec, hein? Quand même, comme nous tous Québécois, est-ce que vous auriez fait différemment? Ça m'amène à la deuxième question. Il y a l'inflation, on a une fiscaliste avec nous. Est-ce que je réponds d'abord pour la santé ou est-ce que je réponds pour l'inflation? Vas-y donc pour la santé. Oui. Nous, on aurait fait les choses différemment et en février, avant que la vague nous frappe, on a posé la question en chambre. On a dit allô, c'est une pandémie mondiale. Est-ce que vous avez remis à jour le plan d'action pour intervenir? Puis la ministre Mécan s'est levée. C'est le même plan que d'habitude. Il existe déjà le plan d'intervention. Mais c'est un plan d'intervention qu'on avait pour le SRAS. Alors, le SRAS versus le coronavirus, puis on dit non, mais vous comprenez pas, c'est pas le même virus. Celui-ci, il est virulent et beaucoup plus mortel. Alors, honnêtement, c'est que tu n'autorises pas ton directeur de la santé publique à quitter le Québec pour aller faire une conférence devant le pharmaceutique au Maroc puis de rester en vacances, alors que le virus se propage partout dans le monde. Le 4 février, aux États-Unis, eux autres, ils ont envoyé une directive de l'armée américaine à ses ressortissants pour dire, vous revenez aux États-Unis, il y a un virus, on a besoin de vous, il faut se préparer. Moi, je pense qu'on serait préparé différemment parce que nous, quand on a soulevé l'enjeu au mois de février 2020 à l'Assemblée nationale durant la période de questions, on a pris ça au sérieux, mais de l'autre côté, ils trouvaient peut-être qu'on exagérait. Alors, finalement, on n'a pas trop exagéré. Puis la première chose que tu fais,
c'est ton équipement. Il faut savoir, est-ce que oui ou non, j'ai de l'équipement, il ne faut pas périner non plus. C'est de passer les commandes rapidement. T'sais, au fond, eux, je m'en rappellerai toujours, c'était surréaliste. Ils ont fait un budget avec 1000 personnes conviées à Québec, le Palais des Congrès, puis le lendemain, on ferme le Québec. C'était fou. OK. Puis c'est moi qui ai appelé Jean-François Robert, je peux lui dire de fermer les écoles. Parce que lui, tout son propre chef, comprenait pas qu'il fallait les fermer. Puis je disais, Jean-François, hein, si on ferme, là, l'endroit où est-ce qu'elle va se propager, c'est dans les écoles, faut que tu les fermes. Puis heureusement, lui, il n'a pas voulu les fermer. Le lendemain, il y avait une tempête de neige de prévu. Donc, c'est les centres de services scolaires qui ont fermé les écoles pour la tempête de neige. Puis finalement, après ça, il a annoncé la fermeture des écoles pour 2 semaines. Puis finalement, ça s'est prolongé pendant plusieurs semaines, là. Mais il n'y a pas cette c'est ça, mais il n'y a pas de proactivité. Puis moi, c'est ça que je reproche au gouvernement de la CAQ, c'est leur manque de proactivité. Ils savent que le train s'en vient, qu'ils vont nous frapper de plein fouet avec ce train-là. Ils vont dire qu'ils restent sur le chemin ou de se tasser et faire autre chose. Là. Tu nous parles de proactivité. On est inflation. Question. Ouais, inflation. On a la bonne personne devant nous. Fiscaliste, comprend bien les chiffres, juriste également, les textes de loi. Le gouvernement de la CAQ qui voit l'inflation, le panier d'épicerie qui augmente, le coût pour se loger qui augmente, l'essence qui augmente également à la pompe. Il est proactif, certains diront. Il offre à près de 6 millions et quelques de citoyens québécois une belle cagnotte, là. C'est 3 milliards séparés en 6 millions de personnes qui touchent 100 000 $ et moins. C'est bien ça. 500 $. Certains, tu sais, on voyait les memes sur Internet. Certains étaient quand même contents. Ça va débloquer momentanément, dirait-on. Puis d'autres passaient la chose en boutade. Où c'est situé le Parti libéral sur cette chose. On veut t'entendre. Plusieurs ont dit peut-être qu'il aurait fallu en donner plus aux moins nantis. Puis ceux qui font 100 000 $, qu'est-ce que ça change vraiment 500 piastres? Et quelle est ta position toi-même en tant que député de Saint-Laurent et celle du Parti libéral, qui est la même? Là? On t'écoute. Ben, au niveau du 500 $, faut savoir qu'un ménage, que les deux font 100 000, donc total 200 000 reçoivent en tout et partout 1 000 $. Donc, eux vont recevoir 1 000 $, mais une mère monoparentale, donc par exemple, moi, ma mère monoparentale de 4 enfants avec une fille déficiente intellectuelle, recevrait 500 $. Ça, pour moi, c'est inéquitable. Alors, cet exemple-là, je pense qu'il parle. Sinon, je peux vous en donner un autre. Si, par exemple, la femme de Carey Price qui ne travaille pas, n'a pas de revenus, elle va recevoir 500 $, mais son mari qui fait des millions, il ne va rien recevoir. Est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Pourquoi qu'on n'a pas regardé le ménage? Comme d'habitude, habituellement, on regarde le revenu du ménage pour faire une allocation qui reflète la réalité du ménage. De la décision électoraliste? Ben, moi, c'est 100% électoraliste. Puis d'un point de vue inflationniste, le 500 $ pour 6,3 millions de Québécois, en fait, c'est 96% de la population en âge de voter qui va le recevoir. Et seulement 4% qui ne le recevront pas. Ils vont le recevoir à partir, une fois qu'ils font leur déclaration de revenus de cette année. Donc, le chèque, c'est pas un chèque, c'est un dépôt direct. Au mois de mai puis juin, ça va rentrer. Donc, c'est 3 milliards de dollars qui sont injectés d'un coup dans l'économie. Ça, c'est une mesure inflationniste. Ça va juste continuer d'augmenter. Ça va pas freiner. Nous, ce qu'on a proposé, tu dis que c'est au niveau du inflationniste parce que c'est quoi? Mais ça aide à la croissance au pays. Injecter 3 milliards de dollars dans une économie sur une courte période de temps, c'est dans ma tête. Puis je pense pour plusieurs économistes et d'autres fiscalistes. Moi, je suis pas économiste, je suis juste fiscaliste, là, quand même. Mais c'est clair que c'est une mesure inflationniste parce que c'est sur une courte période de temps et c'est 3 milliards. C'est énorme. C'est 3 milliards qui s'en vont directement en consommation, probablement, là. Si vous faites 200 000 dans votre couple, le 1000 piastres, vous allez faire quoi avec? C'est pour vos vacances, probablement, là. C'est pas pour payer votre épicerie à 200 000 $ par ménage, là. Alors que la différence pour les gens moins fortunés, le 500 piastres ou le 1000 $ dans un couple, c'est énorme. Mais surtout, l'autre catégorie que souvent on parle pas puis qu'on oublie, ce sont les aînés. Eux, là, leurs revenus, là, ils n'ont pas la capacité de travailler plus puis faire plus d'argent. Leurs revenus sont assez stables. Leur croissance de richesse est assez minime. Pour eux, le panier d'épicerie qui a augmenté sévèrement
il y a un impact où est-ce que les gens, on le voit, là, maintenant, font des choix au niveau de qu'est-ce qu'ils vont acheter et consommer. Moins de viande rouge, moins de fruits et légumes, parce que ça coûte plus cher. Et l'autre affaire que je ne comprends pas, le gouvernement, nous, on l'a dit, puis Dominique, là, s'est battu bec et ongle là-dessus. Hydro-Québec, c'est chez nous. Hydro-Québec, c'était notre levier pour être maître chez nous. De voir qu'ils font des profits et qu'ils veulent continuer d'augmenter. Et là, c'est grâce à la CAQ, là, selon l'inflation. L'année prochaine, on prédit. C'est une commission qui régissait ça, puis ça a l'air qu'on a le mandat. Puis... Pour faire l'histoire courte, là, ça, c'est mon côté professeur. Là. Dans les années 90, on a instauré la Régie de l'énergie. Pourquoi? Pour dépolitiser, justement, les hausses, pour pas que ça soit sur le bon vouloir des politiciens. Bon, cette année, j'ai été élu, je veux être élu, je fais pas de hausse tarifaire, puis dès que j'ai le pouvoir, j'augmente. Là, évidemment, j'ai caricature. Mais c'était pour avoir une indépendance puis sortir le politique de ça devant la Régie énergie. Évidemment, peut-être que la Régie d'énergie mériterait d'être modernisée. Pourquoi qu'elle mériterait d'être modernisée? Parce que Hydro-Québec se présentait là et disait, mais moi, je prévois des dépenses X. C'était potentiel. Puis là, on leur donnait leur 4,3 d'augmentation. Ça aurait pas dû être ça. Ça a dit, non, c'est quoi tes vraies dépenses par rapport à l'an passé? Montre-moi tes vraies dépenses, puis je vais te dire si ou non tu peux l'augmenter. Ça, j'aimerais ça. Puis on pourrait même mettre un autre seuil et dire, c'est le moins élevé de tes réelles dépenses. Et l'inflation, par exemple. Vous en avez fait la demande, le plusieurs fois. Il est resté lettre morte, il dit qu'il y a un délai qui arrive à échéance et... L'année prochaine, écoutez, c'est l'année prochaine, la hausse de 5,6%. Alors lui, au fond, il s'est dit en donnant les 500$, mais 500$, il va le reprendre avec Hydro-Québec, là, quand la facture va hanter, là. Puis faites-moi confiance, 5,6% d'augmentation des tarifs d'hydroélectricité. Le mois de janvier, février, mars, ça paraît en mot-à-dit. Le panier d'épicerie a augmenté selon les chiffres. Il va après, avec l'inflation qu'on est en train de connaître, ça va représenter près de 1 000 $ d'augmentation. Là. Le 500$, est-ce que ça ne vient pas couper cette augmentation du prix du panier d'épicerie? Est-ce que c'est pas une aide directe? Toi, je veux juste m'assurer de le comprendre. Je suis comme l'étudiant. C'est une aide directe, mais qu'on aurait pu moduler pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Ouais. Et ça, tout le système fiscal au Canada et au Québec est basé sur un système progressiste. Donc, en d'autres mots, plus vous faites de l'argent, on comprend que vous êtes capable de vous occuper. Et moins vous en faites, plus vous êtes vulnérable. On a fait un choix de société de s'occuper de notre monde, puis de pas laisser les laisser pour compte et de se dire, un choix de société, une société qui est juste et équitable, va s'assurer que ceux qui ont la misère à joindre les deux bouts, on soit capable de s'en occuper. C'est quand même, moi, dans ma tête, c'est clair que c'est ça qu'on doit faire. Puis tu sais, un panier d'épicerie, souvent on me dit, justement, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Moi, je ne comprends pas qu'on n'accélère pas le rythme pour avoir une autonomie alimentaire au Québec. On a l'électricité, on pourrait avoir bien plus de serre qu'en Ontario. L'Ontario a plus de serre que nous. Puis cette semaine, j'ai été quand même assez abasourdi de voir le 3 millions de dollars qui a été donné pour Pepsi. Avec l'argumentaire suivant, ça va aider à l'autonomie alimentaire, la transformation de chips à partir de maïs. Des chips. Moi, là, des chips, là, je donnerais pas ça là, aux enfants pour déjeuner puis dîner. Là. Voyons. Même pas pour souper. Au cinéma, peut-être. Est-ce qu'on peut se parler de façon beaucoup plus franche, là, de se dire, ayons une vraie politique d'avenir avec des toits verts, des toits alimentaires. Moi, dans Saint-Laurent, IGA a transformé la famille du chemin qui détient le IGA à Bois-Franc. Ils ont transformé leur toit. Ça a coûté plusieurs millions de dollars, mais pour s'en faire un toit vert alimentaire, où est-ce que vraiment les produits sont recueillis en haut sur le toit et sont vendus en bas. C'est fou. Et ça, là, économie, le transport, donc l'essence GES. Ça sort plus de la Californie pour s'en venir. Puis moi, j'avais fait la visite, on voit des enfants qui montent sur le toit avec leurs parents puis qui voient l'agriculture locale. Je trouve ça fantastique. Puis eux sont comme, wow. Oui, puis tu sais, on pourrait avoir des beaux projets de société. Imaginez là, ça sur les toits d'école. Et
Puis, tu nous parles de toi vert. Écoute, nous, on a grandi avec une éducation où on a été sensibilisés au zéro déchet, aux habitations vertes. Tu sais, tout le monde a ce petit rêve un peu d'accès à la propriété, un jour d'avoir son petit bungalow, son duplex, par exemple. On a vu nos parents qui arrivent des fois de l'étranger, qui ont pu se permettre ce rêve. Et nous qui sommes nés ici, qui avons trimé dur des études en veux-tu. Puis, ça a l'air que ce rêve s'estompe de plus en plus au Canada et au Québec. Marois Risky, est-ce que c'est avec le 5% du SCHL, oui, Société canadienne d'hypothèque et de logement, qu'on va pouvoir s'acheter une maison? Tu sais, les maisons aujourd'hui, 600 000, t'es à Laval, là, t'es dans Laval urbain, là. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Est-ce que c'est un rêve que tout Québécois, Québécoise, dans la vingtaine, dans la trentaine, puis il y en a qui sont pas loin de la quarantaine, puis est-ce qu'on doit laisser tomber ou le Parti libéral, sur ses planches, ont quelque chose qui va nous permettre de rêver mieux, comme dirait Daniel Bélanger? On t'écoute. Moi, je pense que c'est temps que les Québécois, on se révolte là-dessus. Bon, oui, je parle de révolte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mettre chez nous, ce n'est pas un slogan. Okay. C'est fondamental. Mais et nous ne sommes plus mettre chez nous. Libéral, Jean Lesage. Mais c'était plus qu'un slogan à l'époque. C'était fondamental de s'approprier nos lieux, de les investir, de ne plus attendre après d'autres personnes, de ne pas commander notre argent, d'être autonome. C'est ça qui est important. Puis, pour toute famille, le rêve ultime, c'est quoi? C'est d'être maître chez lui. Pas un jour d'avoir la peur. Puis moi, ça m'est arrivé, là, quand mon père nous a sacré dehors, puis qu'il fallait qu'on s'en aille, puis trouver un logement avec 4 enfants, puis une mère qui n'a pas de job. Hey, bonne chance. Mais nous, on a perdu le logement quand c'était un duplex qui a été vendu. Alors, ma mère que c'est pas ses droits. Alors, à ce moment-là, elle savait pas qu'elle avait le droit de refuser. Le propriétaire lui a dit, vous devez quitter. On a eu 2 mois, là. On l'a appris au mois de mai. Puis, heureusement, on a trouvé rapidement un autre logement dans le quartier. Mais tu sais, c'est pas facile. Puis aujourd'hui, écoutez, là, les gens arrivent même pas à se trouver un logement décent à un prix abordable. Je ne considère pas un 3,5 à 1500 piastres abordable. Je ne considère pas un 4,5 à 2200 ou 2500 piastres abordable. Il va falloir les salaires, là, parce que... mais si on fait ça, c'est l'inflation qui va devenir ultra galopante. Mais il y a d'autres affaires où est-ce qu'on devrait tous dire, là, ça va faire. Moi, par exemple, les firmes d'investissement étrangères qui achètent les blocs puis qui font de la rénovation, pourquoi on laisse ça? Là, c'est temps de bannir ça. Pourquoi que les taxes sur les non-résidents au Québec, on la fait pas? On peut dire, OK, vous êtes non-résident, vous, là, au fond, là, la vérité, c'est que vous voulez venir parquer votre argent. Donc, stationner l'argent comme un investissement. Pour les Québécois, là, la maison, c'est pas un investissement proprement parlé. C'est pour y vivre, c'est leur domicile, c'est leur château fort. Moi, ça m'enrage de voir tout ça. Puis que à chaque fin de semaine, moi, j'ai des amis là, qui vont faire là, le party, c'est-à-dire qui se mettent en ligne pour visiter une maison, mais c'est là, la visite, c'est là qu'il faut qu'ils fassent une offre, une surenchère. Ils ont 24 à 48 heures, puis hey, fais pas de demande là pour la faire inspecter, là, sinon il y en a un autre là, qui est prêt à l'acheter plus cher sans expression, puis sans non plus avoir les droits. Là. Donc, ça s'achète à tes risques et périls sans inspection. Ah, ouais, tu l'achètes à distance, là, tu sais, par téléphone, là. Ouais, écoute, moi, je pense que là-dessus, il y a des leviers qu'on doit prendre acte dès maintenant. Puis aussi des solutions. On va en donner quelques-unes. Moi, je trouve que le gouvernement fédéral, ils ont des bâtisses où est-ce que leurs fonctionnaires ne travaillent plus parce qu'ils sont en télétravail. Puis ils ont déjà annoncé qu'ils vont rester en télétravail. Est-ce que là, les tours là, qui commencent à se vider, pouvons-nous les reprendre parce qu'ils peuvent les céder gratuitement puis qu'on les rénove pour en faire des logements abordables? Je pense que ça, on pourrait réfléchir autant du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral. Toutes vos tours là, de fonctionnaires qui se sont vidés, pourquoi qu'on les transforme pas? Moi, je me pose cette question-là de façon sérieuse.
Madame Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada, très récemment dans le budget fédéral, mise à jour budget, Oui. on perd le fil en tant que citoyen, arrive avec un projet quand même qui a de l'air intéressant, qu'ils appellent un CELIAP. C'est Oui. un compte d'épargne libre d'impôts fédéral. Moi, je t'écoute là-dessus. Ça a l'air pas pire. Est-ce que, tu sais, moi, j'ai un REER, moi, est-ce que mon CELIAP avec 40 000 $ accumulés après je ne sais combien de temps, est-ce que je vais pouvoir m'acheter une maison qui sera rendue à, tu sais, si aujourd'hui elle est à 350 000, est-ce que dans 10 ans, elle ne sera pas à un prix que mon 40 000 ne me permettra pas nécessairement d'acheter cette maison? On t'écoute là-dessus, Maron. Là, évidemment, ils n'ont pas sorti tous les détails, mais la mesure, pour la résumer, tu ris un peu. Tout Canadien, oui, j'ai déjà. Parce que tout le monde, il y a plein de monde qui l'ont félicité cette mesure, mais les détails sont pas sortis. Puis le diable en fiscalité est toujours dans les détails. Et moi, mon métier de fiscaliste, c'est de trouver le trou pour me faire économiser de l'impôt. C'est ça ma job, par définition. Là. Donc, quand quelqu'un vient pour me voir, c'est ma voix, fais-moi payer moins d'impôts. Alors, CELIAP, en résumé, ce que le gouvernement a dit cette semaine, jeudi, c'est que tout Canadien peut mettre 8 000 $ par année dans un CELIAP. Il y a le REER qui reste. Et tu peux mettre 8 000 $ dans un CELIAP déductible d'impôts. Donc, tu ne payes pas d'impôts. Et quand tu vas vouloir acheter la maison, donc, tu vas sortir jusqu'à 40 000 libre d'impôts sans jamais rembourser. Le rap actuel, c'est que tu dois rembourser. Alors, moi, je réfléchis à haute voix. Moi, je suis déjà propriétaire. Moi, là, je pourrais prendre 8 000 $ par année puis le mettre quand même dans mon CELIAP pour réduire ma facture fiscale. Et si dans 15 ans, je n'achète pas de maison, parce que de toute façon, je ne pourrais pas me qualifier vu que je suis déjà propriétaire, j'ai le droit de le rouler dans mon REER. Alors, vous comprendrez que moi, je peux économiser de l'impôt sur le dos de mes voisins. Ou moi, je prévends éventuellement. Oh my God, tu vois ça vite venir. Ah oui, moi, là, immédiatement, je vais tout de suite, je vous dis, là, c'est pour ça que je suis en droit fiscal, là, je vois tout de suite les trous dans une loi. Puis c'est pour ça aussi, là, qu'un jour, un de mes professeurs me dit, Marois, là, deviens prof, tu deviens trop un danger public pour la société avec les trous que tu vois, là, c'est ma force, là. Donc, alors moi, c'est clair que ceux, ils devraient mettre des mesures pour dire, ben, le CELIAP est offert à ceux qui ne sont pas déjà propriétaires. Parce qu'imaginez, là, tous ceux qui vont être assez intelligents pour dire, mais pendant 15 ans, je peux réduire ma facture fiscale sans devoir là, faire quoi que ce soit sans acheter. Hein. Je pense, Marois Risky, je sais pas, ton carnet de téléphone doit être pas mal garni, mais un petit courriel du moins à Monsieur Trudeau, puis lui, il passe ça à Madame Freeland, peut-être même tu as déjà rencontré Madame Freeland, parce que ça, c'est vrai, on est plusieurs au Canada à se demander, on a des petites économies un peu, mais pour avoir un logement, tu veux fonder une famille, on t'offre un 3,5 à... Parlons-en des logements. Le vrai problème là, de tout ça, là, c'est la construction. Là, tout le monde fait des propositions qui sont bonnes. Je vais pas critiquer, là, à court terme, c'est correct, là. Mais qu'est-ce qu'on fait 100 000, ça a de l'air. Ouais, mais la vérité, là, c'est que ça fait 5 ans qu'ils disent qu'ils vont en faire 100 000, ils sont même pas atteints le 10 % de leur engagement électoral de 2015. Là, à un moment donné, là, si vous faites des engagements électoraux, rencontrez vos cibles. Allez-y, là, mettez la gomme pour le développement de logements. Puis il faut vraiment avoir un plan. Au fond, là, moi, j'ai peur aussi d'étalement urbain. Là. L'objectif, c'est pas non plus d'avoir des monster house à 1h30 de l'heure de travail, puis après ça, Charlie, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, puis il n'y a pas de système d'aqueduc. Là, à un moment donné, il faut s'assurer qu'on a un vrai plan pour l'État québécois. Moi, je me mets de mon État québécois, puis les autres provinces géreront, là. Mais il faut avoir un vrai plan structuré. Mais du côté fédéral, ils ont une part de responsabilité. Eux ont des engagements pour construire des logements, mais ils n'ont jamais atteint leur cible. Et là, ils vont en faire plus. Puis là, il y a un article, je pense que dans le Globe and Mail ce matin, je ne vais pas vous induire en erreur, eux veulent aussi doubler le nombre d'immigrants à 450 000 par année, mais on a à peine pour tout le Canadien. Oui, mais attendez, pour tout le Canada, on a de la misère à construire 200 000 logements et maisons par année. Donc, on aurait un paquet de monde qui vont s'en venir. Puis en ce moment, on n'a même pas l'équilibre pour loger le monde actuellement. Mais même en région, il y a un problème énorme. Rimouski, Abitibi, Joliette, Saguenay.
Les gens sont obligés de rester dans leur maison, même si ça tourne dans leur appartement, parce qu'ils sont même pas capables de trouver un autre appartement. Même si ça leur convient pas, ils sont obligés de rester là. C'est épouvantable. Il ne reste pas beaucoup de temps. Tu fais un travail, ton équipe, la chef du Parti libéral, écoute, Coconut Podcast, on la suit, on l'a reçu à l'émission plusieurs fois également. Elle fait un travail de vulgarisation, elle fait un travail de talonnement, elle talonne le gouvernement énormément, elle propose des solutions, sa charte des régions, moi là, écoute, moi je regarde ça puis je me dis, Québec, on a besoin qu'on se... L'abolition de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Bon, ça rentre... Ça, c'est une mesure concrète. Concrète. On sent que l'équipe est sur le terrain. Monsieur Ciccone qui s'était rendu directement dans les CHSLD. Monsieur... Il a fait du bénévolat cette semaine dans une école. Bon, on t'avait vu aussi dans une école. Oh oui, pendant plusieurs mois, mais je suis contente de voir que mes collègues ici sont allés dans les écoles. Monsieur Kelly, votre mari, Madame la députée, qui va proposer à l'Assemblée nationale qu'on fasse appel aux forces armées. Puis je pourrais en nommer plusieurs exemples de la sorte. Monsieur Franz Benjamin, qui réclame des changements continuels, il y réclame pour l'école Louis-Joseph Papineau, ne serait-ce. On ne sait pas, mais il me semble que par chez vous, là, vous allez avoir de nouvelles écoles, une nouvelle école, parce que la population estudiantine, ça se peut qu'elle est pas mal énorme. Ça se peut-tu que tu vas avoir une nouvelle école? Oh oui, mais nous, moi, je l'ai annoncé en 2018, la nouvelle école. Une grosse école secondaire. Donc là, on sent que M. Benjamin talonne également le gouvernement pour qu'il y ait cette école dans Saint-Michel. Mais les sondages suivent pas, Marois. Est-ce que c'est parce que le Parti libéral a eu une histoire, il y a eu des chefs qui ont été plus ou moins aimés, on parle de Monsieur Charest, entre autres, si on peut le nommer. Certains l'aiment encore à côté, tu sais, il s'en va aux élections à la chefferie au fédéral, donc il y a une équipe avec lui, du monde qui le soutient là, puis ça a l'air que il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Oh oui, puis les rassemblements sont énormes. C'est ça, exactement. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les sondages, ça décolle pas? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre, parce que vous faites tout un travail à l'Assemblée nationale, mais certains sondages vous mettent en deuxième position, d'autres en troisième. Par moment, on vous a vu glisser même un moment en quatrième, là, ça remonté, mais on aimerait t'entendre là-dessus. Est-ce que, parce que là, on sent que vous communiquez d'une manière plus poignante là ces derniers temps. Là, il y a du mordant. Est-ce que toi, tu es une habituée des chiffres, les sondages? Vous sentez qu'il y a une possibilité de renverser la vapeur, puisqu'il y a plusieurs grands qui ont servi au Parti libéral, Madame Charbonneau entre autres, qui a annoncé son départ. Moi, mes parents sont à Laval aussi, donc je suis à Laval souvent. Il y a plusieurs là qui, Monsieur Arcan, je pense qu'il ne se représente pas. Il y en a d'autres qui y réfléchissent, Monsieur Letao, Monsieur Sao Paulo, qui y réfléchissent. Madame David, qui était aux études supérieures comme ministre et tout, qui laisse leur place. Donc, il y a un 109 qui va faire son apparition. Est-ce que c'est via ce rebrassage des cartes avec votre poigne du moment que vous allez être en mesure de faire mentir les sondages? On t'écoute. Moi, je ne crois pas au sondage, puis je vais vous expliquer pourquoi avec 12 exemples concrets. En 2014, j'ai décidé de faire campagne avec Justin Trudeau, Parti libéral du Canada. On était 3e des intentions de vote. Il n'y avait pas grand monde qui voulait se présenter. J'ai commandé ma trousse d'investiture en 2013. Et j'ai choisi Hochelaga. Puis toi, tu me vois, voyons, Hochelaga, il n'y a personne qui va gagner ça, je suis libéral. Vous finissez 3e, même 4e, avec 23 000 voix en arrière du premier. C'est-à-dire que c'est... Ouais, ben, justement. Là, moi, puis on a travaillé sur quoi? On a travaillé sur une plateforme. Moi, j'étais dans l'équipe économique. On a travaillé sur une plateforme, puis du porte-à-porte. On s'est dit, on va aller rencontrer les gens pour qu'on se reconnecte avec le vrai monde.
Et je me rappellerai toujours dans mon porte-à-porte, je parlais aussi des paradis fiscaux. Tout le monde disait, ça intéresse personne. Je dis, non, ça va les intéresser. Finalement, j'ai perdu, mais c'était ma plus belle campagne électorale parce que j'étais arrivée deuxième par 500 voix dans le comté. Tout le monde me dit que j'étais folle d'aller là, d'en choisir un autre. Parce aujourd'hui, que tu te présenterais, là, malgré que tu ne porterais pas jamais de Saint-Denis. Non, là, je suis super bien, mais aujourd'hui. Je pense que tu pourrais faire un. Non, mais Soraya, c'est une amie, puis je l'aime beaucoup. Puis elle a gagné. Ouais. Mais tu sais, elle partait, t'es quand même avec une base, mais elle n'a pas regardé non plus les sondages, là. Puis si j'avais regardé juste les sondages, j'étais perdante. Et si on avait regardé, nous, les sondages de PLC, la campagne 2015, là, on était troisième même dans le financement. Le NPD nous devançait et on était troisième pendant longtemps durant la campagne électorale, mais on avait confiance en notre plan. Il y a eu un moment, de mémoire, le 15 septembre, quand que Thomas Mulcair a dit qu'eux n'allaient pas faire de déficit, puis nous, on a dit, nous, on va en faire parce qu'on veut s'assurer que l'allocation canadienne pour enfants défiscalisée, la fiscalité est toujours quelque part, nous, on savait que c'était ça, le game changer, et c'était le point tournant de la campagne. C'est à ce moment-là on est parti sans jamais reculer, puis on a gagné cette élection majoritaire. Personne ne l'avait prédit. Deuxième exemple, le plus beau selon moi, qui pour moi est la personnalité de l'année. L'année vient de commencer, vous allez me dire, mais je vous dis tout de suite, c'est lui. Bruno Marchand. J'ai rencontré Bruno Marchand l'an passé, quand j'étais je suis toujours porte-parole de la capitale nationale, puis tout de suite, j'ai fait, wow, quel homme. Toi, t'étais à Québec, là, pour le tramway, là. Oui. T'as fait tout, ça a l'air que applaudissait parce que, il y a eu, c'était organisé par, députés de Limoilou, entre autres. Oui. Entre autres. Puis ils m'ont invité de façon non partisane. Puis j'étais accueillie vraiment super bien. J'ai fait mon discours. Ça a l'air que le gouvernement veut pas y aller de l'avant avec. Ben finalement, il a dû reculer. Puis l'acceptabilité sociale. Puis là, finalement. Tout est beau. On l'a eu. Ah oui, on l'a gagné. Ça, on l'a gagné la bataille. Mais Bruno Marchand, quand il commence sa campagne, il est à 1%. Oh yeah, ça c'est vrai. Et pendant plusieurs mois, il était pas du tout en tête, mais il a continué à faire quoi? Du porte-à-porte. Moi, j'étais à Québec, puis je le voyais sur le terrain avec ses souliers de course. Littéralement, il n'a pas changé, mais il restait quoi? Un homme à ses convictions, avec le même discours. Il changeait pas de discours. Jusqu'au finish line, jusqu'à la finish line. Et moi, j'étais dans le salon ici, chez nous, avec Greg. Quand on apprend que c'est Marie-Jo Savard qui gagne, je fais à Greg, c'est pas possible. J'étais convaincue que c'était Bruno Marchand. Je disais, je peux pas croire qu'il a perdu. Il a tellement fait une belle campagne. Il a tellement été sur le terrain. Finalement, pouf, erreur, Radio-Canada corrige le tir. C'est Bruno Marchand qui a été élu. Et je crois que sa sortie pour défendre un projet de société comme le tramway du transport collectif structurant, plein de Québécois de ailleurs au Québec, pas juste à la ville de Québec, mais ailleurs, on dit, wow, quel homme qui s'exprime de façon claire, positive. Le nickel. Là, il se bat là-dessus, puis il va avoir mon appui. Inquiétez-vous pas pour ça, je reviens en chambre là-dessus. Mais moi, des fois, il y a des belles découvertes, mais si Bruno Marchand avait regardé les sondages, il les aurait paru. Je peux vous donner un troisième exemple. Moi, j'ai pris, je me rappellerai, la première fois, j'ai rencontré Valérie Plante. C'était avant sa course à chefferie pour un café. Puis, tout de suite, je l'ai aimé. Elle était j'ai adoré. dans Ville-Marie, là. Oui. Alors, tout de suite, je l'ai aimé. Elle avait une belle énergie. Puis, elle m'a dit, écoute, puis elle m'a invité pour être conférencière dans une soirée, financement puis de membership. Puis, je suis allée avec d'autres femmes. On a rempli la salle de femmes et, elle ne devait pas gagner la chefferie et elle ne devait pas gagner non plus la mairie. Ça, c'est la force de croire. Ah, ben oui, elle a de la feuille. Puis, ce que j'aime, c'est c'est que même quand les gens l'ont critiqué pour rire, elle dit, c'est ça que je suis. Je suis une femme heureuse et épanouie, puis j'aime rire. Je vais pas arrêter de sourire et de rire pour rentrer dans les normes. Puis même chose pour Bruno Marchand, il a pas changé qui qu'il est pour mettre des beaux petits souliers avec un tailleur. C'est un homme d'action qui est sur le terrain. Alors, moi, les sondages... On sent ça de Madame Dominique Anglade. Aujourd'hui, on la sent à l'aise. Elle va au devant, de la manière qu'elle talonne. Ah oui! Puis c'est en étant elle-même qu'on découvre la vraie Dominique. Ah oui! Oui. Puis moi, là, je me rappelle, je vais vous donner un exemple. On était le matin, Dominique et moi, dans son bureau pour faire un point de presse conjoint. Moi, je venais de me marier. Donc, le samedi, je me marie. Le lundi, j'informe sa chef de cabinet que je suis en train d'écrire un projet de loi pour contrer les manifestants devant les écoles.
Puis je dis, on va le donner au gouvernement. Puis là, je me dis, non, tu veux faire un projet de loi pour le donner au gouvernement? Je dis oui, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser pour protéger les enfants. Parce qu'à un moment donné, moi, là, je connais, là, les parents qui m'écrivent. Il y en a un, là, qui va pogner les nerfs, il va sortir de son bat de baseball contre un anti-vaccin, puis ça va escalader. Alors, Dominique a dit, pas de problème, demain matin, on sort. On arrive à Québec. Là, je me rappellerai toujours quand Dominique regarde la caméra puis elle dit, là, les anti-vax, je m'adresse à vous. Foutez la paix à nos enfants. Elle parlait avec son fond de son cœur. Parce qu'elle aussi, elle a des enfants, elle en a 3. Elle dit, ça n'a pas d'allure d'aller comme invectiver des enfants à leur école. Là. Honnêtement, il faut vraiment être timbré. Mais puis elle est sortie, là, une vraie sortie en règle contre les anti-vaccins. Pas beaucoup de monde qui osait à ce moment-là parler aux anti-vaccins, là, de peur de se faire par la suite là, inonder de courriels ou d'appels. Alors, tu sais, ça, c'est une femme qui parle avec son cœur, avec ses convictions. Dès qu'on parle d'école, moi, je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment dans la journée, en prendre le téléphone parce que elle dit, bon, on m'appelle pour l'éducation, puis elle aime ça, parler de ça. Alors, ça, je suis contente. Ben là, tu nous parles d'éducation. Le dernier point, on t'a vu, le Parti libéral, Madame Dominique Anglade, ça s'est passé dans ta circonscription, tu nous corriges. Oui. L'école Saint-Laurent, on en a déjà parlé lors de d'autres entrevues que tu aimais le basketball, que nous autres à Coconut, on était des filles rues de basket, tu sais. Puis on apprend une nouvelle, mais catastrophique, des allégations d'agression sexuelle envers 3 coachs. C'est 3 coachs qui auraient commis ça envers des Il y a 2 victimes présentement qui au niveau du dossier criminel, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a présentement 2 victimes. Okay. Mais la police recherche d'autres victimes. Donc, si toute personne a vu, entendu ou est victime, je vous invite à contacter le poste de police de quartier de Saint-Laurent, numéro 7. Si vous n'êtes pas encore prête mentalement, parce que c'est sûr, quand on est victime d'une agression sexuelle, des fois, ça prend un peu de temps là, pour se préparer. Appelez Rebâtir. Rebâtir, là, c'est un service juridique. Marqué ici, Rebâtir. Oui, puis Rebâtir, vous allez pouvoir parler avec un avocat qui va vous expliquer aussi vos droits, comment que ça va se passer. Et si vous n'êtes pas encore à l'aise, vous pouvez m'appeler moi. Et moi, j'apprends à ce moment-là le temps de vous écouter puis de vous orienter. Évidemment, ce sera ultra confidentiel. Moi, les gens qui appellent à mon bureau de comté, là, votre nom va jamais sortir, c'est confidentiel. Puis j'ai non seulement le privilège d'être politicienne parlementaire, mais je suis aussi avocate. Je suis pas avocate en droit criminel, mais par contre, j'ai beaucoup d'amis qui pratiquent en droit criminel qui sont prêts à vous entendre et à vous accompagner dans vos démarches. Puis Rebâtir fonctionne. Alors, moi, j'en ai dirigé des femmes vers cet organisme gouvernemental. Et c'est une aide qui est gratuite. C'est aussi un support psychologique. Vous avez le droit d'avoir un support psychologique. Puis des fois, ça aide avant d'aller porter plainte pour aussi structurer sa pensée lorsqu'on y va faire sa déposition. Et j'ai parlé avec l'enquêtrice au dossier. C'est une femme là, qui est vraiment, elle comprend la nature des infractions, puis qu'elle a beaucoup de doigté. Vous pouvez lui faire confiance, l'enquêtrice, là. Ce dossier-là, elle ne peut pas le lâcher. Alors ça, je voulais dire d'entrée de jeu. Maintenant, il y a l'enquête criminelle, où est-ce que je sais que c'est correct, le procureur de la couronne au dossier, la police fait son enquête, il y a une perquisition chez l'un des entraîneurs. Ça s'est passé dans une institution scolaire, là. Exactement. Alors, ça se passe le 2 février. Entre le 2 puis le 7, il n'y a rien qui se passe au niveau du gouvernement. Alors, moi, j'ai écrit à Jean-François Robert, une lettre officielle, pour lui demander de déclencher une enquête indépendante. À ce moment-là, Jean-François acquiesce. Je le remercie publiquement. Je le remercie d'avoir donné suite à ma demande. Par la suite, il se passe rien. Alors, j'écris un autre courriel à Jean-François. Je dis, Jean-François, j'aimerais qu'il y ait vraiment une enquête indépendante qui soit déclenchée le plus rapidement possible. Parce que moi, je reçois à mon bureau de comté des appels, non seulement d'anciens élèves de Saint-Laurent, mais de personnel actuel. Qui sent que le climat, ça a de l'air, là. Moi, on m'a parlé, il y en a une qui m'a écrit « Le bordel est pris, Marois ». Alors, et là, il y a du monde qu'on parle pour leur travail. Et il y a aussi l'article de la presse qui est sorti, où est-ce qu'on parle de climat de l'omerta, la loi de l'omerta. Du silence, là. Et une maman m'appelle pour dire, Marois, hein, quand la direction d'école dit qu'elle ne savait pas, moi, j'ai envoyé une mise en demeure à Daniel Lacasse, copie conforme au directeur.
Comment le directeur peut dire qu'il ne sait pas que lorsqu'il a reçu une copie conforme d'une mise en demeure à Daniel Lacan, son entraîneur? Puis comment se fait-il qu'une intervenante sociale affirme avoir montré au directeur un texto où est-ce que le coach traite une fille de traînée? C'est inacceptable. Ça, c'est un propos que tu ne peux pas accepter ni comme adulte. Moi, j'aurais pas accepté comme adulte, puis encore moins envers un enfant. Ce sont des mineurs. Alors, moi, j'ai eu une perte de confiance au niveau de la direction. Alors, j'ai demandé non seulement une enquête indépendante, qu'on fait une firme spécialisée en matière d'agression sexuelle et harcèlement au travail, parce que je demande du personnel scolaire plusieurs, pas un, pas deux, là, plusieurs, qui affirment avoir eu des représailles lorsqu'ils ont dénoncé des propos vexatoires envers des élèves. Donc, eux ont essayé de protéger ces jeunes filles et c'est eux qui ont eu des réprimandes. Même une a dû quitter l'école. Et j'ai aussi demandé la suspension des directeurs d'école impliqués au dossier. Pendant 1 mois, pas de réponse de Jean-François. Là, je lui réitère, Jean-François, là, ça fait 1 mois. J'ai besoin de savoir c'est qui le nom de l'enquêteur parce que moi, les parents s'impatientent, les enseignants s'impatientent. Là, on veut savoir. Il me dit, c'est confié au ministère de l'Éducation. Voici le courriel signalement @education.gouv.qc.ca. C'est un courriel générique. Ça prend le nom de l'enquêteur. Mais dans un cas de figure comme ça, est-ce que on ne peut pas passer auprès du bureau de la vice-première ministre? Là, ça va être écrit au premier ministre, là, mais c'est ce que je me disais dans la gradation des choses. Mais là, j'étais un petit peu sidérée parce que vendredi dernier, il y a eu une assemblée à l'école Saint-Laurent. 250 membres du personnel scolaire sont présents. Puis tout de suite après, mon téléphone a sonné, évidemment, parce qu'ils n'étaient pas contents. Le directeur d'école dit qu'il ne sait pas c'est qui le nom de l'enquêteur, qu'il n'a pas ses coordonnées. Alors, tout le monde fait, OK, mais ça fait pratiquement 2 mois là, qu'il y a eu des arrestations. C'est qui l'enquêteur au dossier? Un enseignant dit, moi, je pense que c'est un certain Philippe Côté. Le lundi, l'enseignante appelle ce certain Philippe Côté. Il dit, je peux pas vous parler pour l'instant parce qu'il faut d'abord que je recueille les témoignages de la direction d'école. Drôle de façon de fonctionner. Alors, moi, là, c'est là que je fais une sortie en règle. Là. Je dis, non, là, ça va faire. Ça fait 2 mois qu'il y a eu des arrestations. Ça nous prend une vraie enquête indépendante et ça ne peut pas être le ministère de l'Éducation qui s'auto-enquête parce qu'en définitive, là, le ministère de l'Éducation est comme l'employeur ultime qui enquête son propre ministère. Et si on suit la logique, si l'école, la direction de l'école le savait, est-ce que ça se peut que des plaintes ont été logées au centre des services scolaires, au DG? Est-ce que ça se peut que ça a été ignoré à ce niveau-là? Si ça a été ignoré à ce niveau-là, est-ce qu'il est possible que l'enquête démontre que c'était aussi ignoré au niveau du guillemets? Oui. Alors, il y a trop de parties importantes qui sont impliquées pour faire une enquête interne. Ça doit être déplacé. Et nonobstant ce que je viens de dire, réfléchissez une seconde. On vient de créer une avancée historique au Québec, des tribunaux spécialisés pour violences sexuelles, spécialisés. François Jolin Barrette, entre autres, avec l'Assemblée nationale. Là. Oui. Pourquoi? Parce que la nature même de l'infraction commande une spécialité. Comme moi, par exemple, je suis fiscaliste, on plaide à la Cour canadienne de l'impôt. Je n'aurais pas plaidé à la Cour fédérale, là. Alors, et là, j'ai appris jeudi matin, parce qu'un parent m'a encore écrit, que le certain Philippe Côté, non seulement c'est un fonctionnaire qui est à Québec à 240 km de Montcomté puis de l'école Saint-Laurent, qui s'est même pas déplacé pour rencontrer le personnel pour se présenter. Il a même pas eu ça comme réflexe, mais c'est un comptable. On fait pas une enquête fiscale, on ne fait pas une enquête en matière de fraude financière. On fait une enquête où est-ce que les natures de l'infraction, je répète, agression sexuelle sur des mineurs sur plusieurs années et harcèlement psychologique en milieu de travail. Il y a des firmes qui existent, spécialisées. Ces firmes, c'est des firmes multidisciplinaires où est-ce que non seulement il y a un avocat, il y a aussi un psychologue et une personne qui est spécialisée en relations de travail. C'est eux qui se déplacent pour rencontrer les gens, qui disent voici, on se présente. Puis évidemment, ils n'ont pas besoin d'assiéger l'école, de rester dans l'école, mais il faut qu'il y ait une prise de contact. Tu fais une assemblée, là, c'est simple. Si j'étais ministre, là, c'est tellement simple. J'aurais confié le mandat à une firme spécialisée. Je me serais présentée avec eux à l'école. J'aurais fait 2 assemblées. Une avec les parents et les élèves et une autre avec le personnel scolaire. Parce que tu peux pas contenir plus de... Étant donné, c'est le nombre de places, là. Mais il faut que tu fasses vraiment là, cet exercice et que tu te dis, là, voici la firme, elle va être à Montréal, elle va pouvoir être rencontrée de façon confidentielle. Mais moi, je vois difficilement là, une jeune fille écrire son agression sexuelle puis envoyer ça à signalement@education.gouv.qc.ca. Ça manque de sensibilité. Et je veux dire une dernière chose, parce que c'est pour ça que ça m'affecte le plus. Le profil des victimes. C'est toutes des...
Le profil des victimes, la presse le relate très bien. Des jeunes filles de milieux défavorisés, mères monoparentales. Et moi, j'ajouterais, parce que ça n'a pas été écrit par la presse, racisées. Alors que là, ça va faire, là, je veux que ça soit pris au sérieux. Ma seule demande, là, c'est que ce soit une firme spécialisée et la suspension avec seul des directions d'écoles impliquées dans ce dossier présentement devant les tribunaux. Il me semble que ça va de soi. Ben, ça va de soi. Et puis, wow. Tu viens de la manière que tu nous résumes ça, que tu comprends le dossier, ça se passe sur le territoire de ta circonscription. Pour moi, il faudrait interpeller le premier ministre en cette matière, son cabinet, son bureau, carrément, afin que les choses déguédinent, comme on dit, débloquent. Marois Risky, écoute, comme à l'accoutumée, toute une entrevue. Les 15 dernières secondes sont à toi. On vient d'aborder un sujet quand même fort important. Tu t'adresses aux jeunes de nos écoles secondaires qui l'ont pas eu facile, hein, 2 années, quasiment 3, là, on sait plus, là, mais de pandémie. Là, il y en a plusieurs qui se préparent pour leur bal des finissants, finalement, en espérant, là, parce qu'on est dans une 6e vague. Quels seraient ces mots d'encouragement que tu aurais pour eux et également tout joueur, toute joueuse qui fait partie d'une équipe sportive, qui participe à des activités parascolaires, comment se protéger très rapidement, les parents, accompagner peut-être les enfants, c'est peut-être aussi un travail que les parents devront davantage s'impliquer. On t'écoute là-dessus. Pour terminer, et te remercie. Dans un premier temps, mes félicitations vont aux 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes, maintenant devrais-je dire, qui ont dénoncé et qui ont eu le courage d'aller porter plainte et qui sont aujourd'hui devant les tribunaux. Bravo à vous 2. Ce n'est pas facile le parcours de la combattante pour dénoncer des crimes en matière de violence à caractère sexuel. À tous les profs, l'intervenante sociale, la travailleuse sociale, les autres coachs qui ont parlé en leur nom, qui sont allés voir la direction d'école au risque d'avoir des représailles, mais qui l'ont fait, bravo. Vous avez porté sur vous la voix de ceux qui sont opprimés, qui n'osent pas parler. Aux jeunes, aujourd'hui, qui sont dans les équipes sportives, j'ai joué au basketball primaire, secondaire, collégial, je n'ai jamais accepté de me faire crier dessus. Personne ne devrait vous crier dessus. Je félicite aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, Fabrice Ville, avec, pour 3 points, et de mes amis, un gros shootout à mon ami Iman. Iman Manglia, avec qui j'ai joué au basket. Puis il y en a plein d'autres avec qui j'ai joué au basket. Stéphanie Audrey, vous allez tous vous reconnaître. Manon, vous allez tous vous reconnaître. Qui sont aujourd'hui tous des coachs, qui ont toujours eu une approche positive dans leur entraînement auprès des jeunes, qui visaient pas à gagner une banderole. Leur approche visait à l'épanouissement du jeune. Et de lui faire comprendre... C'est ça, hein, c'est vrai. Oui, et c'est ça que j'aime de 3 points. Moi, je trouve que c'est quelque chose là qu'on devrait mettre partout au Québec, pas juste au basket. J'adore 3 points. C'est comme moi, là, je suis fan. En tout cas, je les aime. Puis, on le reçoit bientôt la saison prochaine. Il est déjà booké à Coconut. Excellent. Puis, aussi, nos femmes entraîneurs que je connais qui ont parti suite à l'affaire Saint-Laurent, qui ont créé les Grandes Sœurs, qui sont au fond des coachs aujourd'hui ou des anciennes joueuses de basket, qui sont là pour être au fond une grande sœur d'une joueuse actuelle. Je trouve ça formidable. Puis devant quelque chose d'atroce, de horrible, elles ont fait aïe, ça s'est passé dans un sport qu'on adore, mais il y a plein d'autres coachs puis d'anciennes joueuses qui sont ultra positives, qui sont là pour vous accompagner. Mais surtout, quand on est jeune à 14 ans, on ne sait pas nécessairement, ou même à 12 ans, on ne sait pas nécessairement ce que notre coach fait. Est-ce que c'est correct? Tu sais, ce massage qui se glisse tranquillement, là. Non, c'est pas correct. Mais vous pouvez avoir une grande sœur qui peut vous accompagner aussi, puis vous apprendre c'est quoi les limites de l'acceptable. Puis ça, je trouve ça vraiment beau qu'ils sont déjà plus que 300 l'an passant. Puis ça continue à monter le nombre. Alors, vu les anciennes joueuses de basket, je vous aime. Nice. Puis surtout, mon dernier mot, c'est pour vous autres les jeunes. Il reste 2 mois et demi d'école. Après ça, vous allez pouvoir lancer votre mortier, donc le petit chapeau. Yes. Vous allez pouvoir le lancer
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est fort probable que vous allez pouvoir aller au cégep, puis continuer de toujours croire à vos rêves en présence physique dans le cégep, mais continuez à faire ce que vous aimez. Puis si vous faites quelque chose que vous aimez pas, ben arrêtez puis trouvez quelque chose d'autre que vous aimez. C'est correct de vouloir trouver sa voie. Puis c'est pas tout le monde qui l'a du premier coup. C'est pas vrai. Moi, j'ai une amie là, qui est partie en 2 ans en Australie parce qu'elle savait pas ce qu'elle voulait faire dans la vie. Puis aujourd'hui, elle est sexologue. Bon. Écoute, Marois, il y a quoi, mais à peine quelques jours, tu faisais l'éloge de nos éducatrices et éducateurs spécialisés. That's big up parce qu'on en retrouve dans les écoles, dans les centres en santé. Écoute, on les retrouve à tous les échelons. Organismes sociaux communautaires ultra présents. Oui. Puis ça, c'est une différence au quotidien là, qu'ils font. Là. Et c'est souvent des mentors pour les jeunes. Beaucoup, donc on les salue également. Écoute, on te remercie d'avoir été avec Coconut Podcast pour notre 2e anniversaire. On t'a eu un peu plus longuement. Tant mieux, j'ai même pas vu le temps passer. Je pense que tout le monde qui s'en va en élection là, en 2022, là, ils vont aller écouter ça parce qu'il y a du contenu. Puis je pense que les autres partis, ils vont attacher leur truc. Des fois, ils viennent emprunter des idées chez Marois. Puis Marois, elle a même pas peur de leur dire « Tenez, si ça fait avancer le Québec... » Oui, exact, parce que tout le monde est tanné des montagnes de chicane. On veut faire avancer le Québec. Alors, travaillons pour les bonnes causes. Excellent. Alors, comme tu sais, Coconut Podcast, on a eu l'opportunité de faire le tour du Québec. Puis on s'est rendu un peu plus loin là depuis les dernières fois qu'on t'a eu. Donc, on a appris d'autres langues de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors, en Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Chinas Comitine. Oui, c'est du bon ça. En algonquin, par chez Madame Valérie Plante, là, elle connaît, elle vient de l'Abitibi. Ils nous disent Miigwech. Miigwech. Ouais, my God. Par la suite, on s'est rendu aux îles de la Madeleine, ancestralement parlant, les territoires Mi'kmaq. Alors eux, ils nous disent Wellalin. Wellalin. Ouais, hey, Monsieur Kelly, on va vous recevoir là pour la prochaine saison. Ça fait 2 fois que je vous dis ça là. On va le recevoir. Hey, en plus, lui, porte-parole pour les Premières Nations, et les affaires autochtones. Parce qu'on va aller dans l'ouest de la ville cet été. On va aller faire découvrir les Ouais, on s'en va. Il y a vraiment des beaux coins. Hein? Oui. C'est un des très beaux coins de Montréal. Je dirais pas plus beau parce que on fera pas de jaloux par chez vous. Ensuite, on s'est rendu à Québec. Tu connais ça, Loretteville, nos frères et sœurs des Premières Nations en langue Wendat. Ils nous disent Téawek. Téawek. Ouais, les Hurons Wendat, excellent. Par la suite, Odanak, Victoriaville, Drummondville, dans le centre du Québec. Ils nous disent en langue Abénaki, Oléone. Oléone, et c'est poétique. Hey, mais c'est malade. Moi, là, regarde, il y a un cégep, là, dans le centre du Québec. Je vais aller prendre des cours éventuellement un de ces étés. Puis, on rentre dans la région de Montréal, Marois, dans la grande région métropolitaine de Montréal. Nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent Niawen. Niawen. Hey, écoutez, prononciation c'est un petit génie, là. On savait que ton cerveau, ça va vite. Monsieur Kelly, lui, avec, là, il est sa coche, Queen's University. On a été regarder un peu. Ouais, hein. Ça semble, comme on dit. Un peu. Faites tout un travail comme député, les deux. Mais lui, il est plus calme que moi, par contre. Oui, mais il faut quand même, hein. Équilibrer. Ouais, voilà. Alors, écoute, tu passes nos salutations à monsieur, hein, c'est comme ça qu'on le dit aujourd'hui, nous autres. Puis, vraiment, toute une entrevue, ce n'est que partie remise. T'es ça à coche, comme on dit. Merci. Podcast. Yes, sir. On est avec toi. On te suit le Québec. Allez suivre ce que vous faites. Allez suivre ce que le Parti libéral fait avec Madame Anglade, Marois Risky et compagnie. Toute une équipe. Écoutez, la meilleure chance pour les prochaines élections. Ouais. Merci beaucoup. J'ai vraiment eu du plaisir. Yes. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Marois Risky. Cette entrevue de fond, écoutez,
tous les députés puis les aspirants, comme on dit, les candidats, eh bien, vous devez d'écouter cette entrevue. Elle va vous préparer pour les élections à venir. On était avec cette star de l'Assemblée nationale au Parti libéral. Elle côtoie Madame Dominique Anglade sur une base quotidienne. Messieurs, dames, elle vient de se marier. Et tous ceux qui pensaient pouvoir avec Madame Risky, c'est mort, messieurs, dames. Monsieur Kelly, oui, un café à la fois. Hey, gentlemen, dans l'ouest de la ville, c'est de même, ça se passe au bord de l'eau, un café à la fois, vers Bidurfé, par exemple. Alors, sur ce, messieurs, dames, oui, nous étions avec notre député de Saint-Laurent, Marois Risky. Puis là, c'est dire merci dans pas mal de langues des Premières Nations. Big up à elle. Sur ce, messieurs, dames, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter. Oui, comme j'aime bien le dire, toute une entrevue. Merci. On se revoit dans le cadre de notre 2e anniversaire sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, Niawen, merci. Shokran. Allez, à la prochaine. Au revoir.